Un millionnaire s'est rendu chez sa femme de ménage pour la renvoyer à cause de retard, mais en regardant par la fenêtre, il a fondu en larmes en voyant une pauvre fillette affamée. Elle était identique à sa fille décédée. Henri Dumas ne laissait jamais une minute s'échapper de son contrôle. Chaque matin, il se réveillait à 6h30, prenait son café noir à 6h45 et lisait les nouvelles économiques à 7h précises. Homme d'affaires redouté à Paris, il dirigeait avec poigne un groupe industriel spécialisé dans les technologies durables. Son bureau au dernier étage d'un immeuble de verre, surplombant le boulevard Haussmann, était le sanctuaire de son ordre personnel. Rien ne devait perturber la mécanique bien huilée de ses journées. Ses collaborateurs le craignaient autant qu'ils l'admiraient. Henri récompensait l'excellence avec générosité, mais ne pardonnait ni l'imprécision ni le retard. Un simple écart de 5 minutes pouvait coûter une place. Pour lui, la ponctualité n'était pas une qualité, mais un fondement éthique. Elle était le reflet du respect, de la rigueur et de la confiance. Claire, son employée de maison, depuis presque 2 ans, avait toujours respecté ces règles tacites. Elle arrivait chaque matin à 8h, préparait le petit déjeuner avec soin et s'assurait que tout dans l'appartement soit irréprochable avant de partir. Discrète, efficace, presque invisible, tout ce qu'Henri appréciait. Mais, depuis une semaine, quelque chose avait changé. 3 jours de suite, Claire était arrivée en retard. Le premier jour, 11 minutes, le deuxième, 18. Le troisième, plus de 25 minutes. Elle s'était excusée chaque fois, d'une voix basse, les yeux fuyants. Elle ne donnait jamais de détails, pas d'explication. Juste ce regard, inquiet et fatigué, comme si elle suppliait silencieusement qu'on ne lui demande rien. Cela ne suffisait pas à Henri, pas à lui. Ce matin-là, il fixa sa montre en soupirant. 8h10. Claire n'était toujours pas là. Le café refroidissait dans la tasse immobile. La table du petit déjeuner restait vide. Il se leva lentement, pris d'une crispation au ventre qu'il connaissait bien. Ce n'était pas la colère. C'était cette déception froide qui l'avait aidé à bâtir un empire, l'incapacité à tolérer la faiblesse. Il prit sa veste et sortit, claquant la porte. Il avait pris sa décision. Elle ne remettrait plus les pieds ici, il n'enverrait pas un assistant. Il irait lui-même. Ce n'était pas seulement une question de discipline, c'était une question de principe. Elle devait comprendre. On ne trahit pas la confiance d'Henri Dumas sans conséquence. La voiture traversa la ville encore humide de la nuit. Henri tapotait nerveusement ses doigts sur l'accoudoir, regardant les passants d'un œil critique. Tout semblait lent, engourdi. Ce n'était pas son monde. Il arrivait enfin dans un quartier modeste du 19e arrondissement. Des immeubles décrépits, des balcons pleins de linge, des enfants déjà dans la rue. L'adresse de Claire était au dernier étage d'un petit immeuble aux volets bleus écaillés. Il monta les escaliers lentement, sa respiration un peu plus lourde que d'habitude. Arrivé au palier, il leva la main pour frapper, mais s'arrêta. La porte était entr'ouverte. Pas assez pour passer, mais juste assez pour voir à l'intérieur. Ce qu'il vit alors le figea. Dans la pénombre du petit salon, une enfant était assise sur une chaise, les genoux collés contre sa poitrine. Elle devait avoir 6 ou 7 ans, frêle, les cheveux emmêlés, le visage sale. Devant elle, un bol vide. Elle ne pleurait pas. Elle fixait simplement ce bol avec une concentration douloureuse. Henri sentit son souffle se couper. Il connaissait ce visage. Non, ce n'était pas possible. Ce regard, cette courbe du menton, cette manière d'incliner la tête, c'était Élise. C'était sa fille, morte 5 ans plus tôt, emportée sans prévenir par une fièvre foudroyante. Le chagrin l'avait dévastée, il l'avait ensevelie sous des couches d'horaires, de contrats et de silence. Il n'avait jamais parlé d'elle depuis l'enterrement. Même le nom d'Élise n'avait plus franchi ses lèvres. Et voilà qu'elle était là, vivante, ou du moins, son spectre. La main d'Henri tremblait contre le mur. Son cœur battait si fort qu'il pouvait entendre le sang cogner dans ses tempes. Il recula d'un pas. L'air semblait trop dense, irrespirable. Il se forçait à comprendre. Non, ce n'était pas Élise. Ce n'était pas possible. Mais, alors, qui était cet enfant? La porte s'ouvrit un peu plus. Claire apparut, les bras chargés d'un sac de provisions. Elle le vit, surprise puis confuse. Elle s'apprêta à parler, mais Henri tourna les talons. Sans un mot, sans un geste. Il descendit les escaliers à toute vitesse, comme poursuivi par quelque chose d'invisible. Dans la voiture, il s'effondra sur le siège. Il ne dit rien au chauffeur.
Pas un mot durant le trajet du retour. Ses yeux fixaient un point dans le vide. Pour la première fois depuis longtemps, Henri Dumas n'avait plus de plan, plus de certitude, seulement une image, une enfant devant un bol vide et un fantôme revenu du passé. Le lendemain matin, Henri se réveilla avant le lever du soleil. Il n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, il resta allongé, les yeux ouverts, à revoir sans cesse cette image impossible. La silhouette frêle de l'enfant assise devant, le bol vide. Cette vision l'obsédait. Il n'arrivait pas à chasser de son esprit le regard fixe de la fillette, si étrangement semblable à celui d'Élise. Chaque détail semblait gravé au couteau dans sa mémoire. Les joues creusées, les mains fines, les mèches emmêlées qui tombaient sur ses tempes. C'était comme si le passé s'était matérialisé dans un appartement décrépit, sous une lumière grise et muette. Il passa une main sur son visage, se leva et marcha lentement jusqu'à la fenêtre de son salon. Les premiers rayons de l'aube caressaient les toits de Paris. Une fine brume s'élevait au-dessus de la ville, adoucissant les contours. D'ordinaire, cette scène lui apportait un sentiment de maîtrise, un calme rassurant. Mais ce matin, tout lui semblait incertain, comme si quelque chose s'était déplacé au fond de son existence, une faille minuscule mais irréversible. Il s'habilla mécaniquement, sans même prêter attention au costume qu'il choisissait. Dans sa cuisine, il laissa le café couler, mais ne le but pas. Il regardait la vapeur s'élever en volute sans bouger, perdu dans un silence qui pesait lourd. Puis, sans vraiment décider, il quitta l'appartement. Il prit un taxi, refusant cette fois le confort de sa voiture avec chauffeur. Il voulait arriver discrètement. Le trajet fut court. Le quartier semblait encore plus gris que la veille, comme si la pauvreté des lieux s'était intensifiée pendant la nuit. Il descendit devant l'immeuble et resta un moment en bas, immobile, le regard fixé sur les fenêtres. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il avait besoin de revoir cette image, de vérifier que son esprit ne lui avait pas joué un tour cruel. Il s'approcha lentement, monta les escaliers d'un pas feutré. Arrivé au palier, il s'accroupit à côté de la porte entr'ouverte. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux usés. Il s'approcha d'une des fenêtres voisines, en coin, presque dissimulée par une plante en pot desséchée. Là, il put voir l'intérieur sans être vu. Elle était encore là, assise sur la même chaise, dans la même position. Cette fois, elle avait un petit bout de pain dans les mains, qu'elle grignotait lentement. Son regard restait fixé sur la table, comme si elle méditait sur chaque miette. Henri sentit une bouffée étrange de douleur et de tendresse l'envahir. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait, ni ce qu'il ressentait. Ce n'était pas Élise, il le savait. Mais pourquoi cet enfant lui ressemblait-elle autant? Était-ce une coïncidence, un jeu cruel du destin? Il fut tiré de ses pensées par le bruit d'un verrou. La porte s'ouvrit doucement, et Claire apparut, surprise, mais cette fois moins désemparée que la veille. Elle regarda Henri, puis l'enfant, puis encore Henri. Elle ne dit rien pendant un moment. Juste un hochement de tête, presque imperceptible, comme si elle acceptait sans condition ce qu'il était venu chercher. « Vous voulez entrer ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Henri hésita, puis hocha la tête. Il entra. L'intérieur était modeste, presque spartiate. Quelques meubles usés, un tapis élimé, des rideaux aux couleurs fanées. Tout respirait la précarité, mais aussi une forme de dignité silencieuse. L'enfant leva les yeux. Henri sentit son souffle se couper à nouveau. Ce n'était pas une ressemblance lointaine, c'était troublant. Elle le fixait avec une intensité tranquille, comme si elle le reconnaissait. Mais elle ne disait rien. Elle ne souriait pas. Elle l'observait, simplement. « Elle s'appelle Juliette », dit Claire. « C'est ma petite fille. » Henri tourna lentement la tête vers elle, incapable de formuler une réponse. Claire s'approcha de la table, caressa doucement les cheveux de la fillette. Juliette ne réagit pas, concentrée sur le morceau de pain dans ses mains. « Sa mère s'appelle Camille », ajouta Claire, après un long silence. Le nom tomba comme un poids sur les épaules d'Henri. Camille. Il le connaissait. Ce n'était pas un nom anodin. Il y avait longtemps, très longtemps, une jeune femme réservée, douce, travaillant dans le service administratif de l'une de ses entreprises. Une restructuration, des licenciements. Camille avait disparu de ses radars. Mais elle était enceinte. Il s'en souvenait maintenant. Lointain souvenir noyé sous des années de chiffres et de décisions froides.
Elle a disparu peu après la naissance de Juliette, continua Claire. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Depuis, c'est moi qui m'en occupe. Comme je peux, Henri sentit son estomac se nouer. Il regardait Juliette et l'évidence commençait à se dessiner dans son esprit. Ce n'était plus seulement une ressemblance troublante. C'était une énigme, un lien potentiel, une faille dans son passé qui ressurgissait, prenant la forme d'une enfant aux yeux tristes. « Vous savez qui est le père ?» demanda-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Claire hésita, puis secoua la tête lentement. Camille ne voulait pas en parler. Elle disait que ce n'était pas important, que le plus important, c'était que Juliette ait une chance de vivre. Henri hocha la tête machinalement. Il se sentait transporté dans un univers parallèle où les règles du monde qu'il connaissait ne s'appliquaient plus. L'ordre, la rigueur, la précision, tout cela semblait soudain bien lointain. Il y avait ici quelque chose de plus profond, une fracture ancienne, un secret oublié. Et au centre de tout cela, une enfant, vivante et silencieuse, qui tenait peut-être la clé d'un passé qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il resta encore un long moment sans parler, observant les gestes simples de Claire qui préparait un peu de lait chaud, les regards timides de Juliette, les bruits doux de la pièce. Puis, finalement, il se leva. « Merci », murmura-t-il. Claire ne répondit pas. Elle se contenta d'un signe de tête. Henri sortit de l'appartement le cœur lourd d'une confusion nouvelle, mais avec une certitude ancrée, il reviendrait. Henri rentra chez lui à pied malgré la distance. Il n'avait pas envie d'être enfermé dans un véhicule, ni d'entendre un moteur ou de croiser le regard d'un chauffeur. Il avait besoin de sentir l'air sur son visage, d'écouter le bruit de ses pas sur les trottoirs humides, d'oublier un instant le monde millimétré qu'il s'était construit. Les rues de Paris s'animaient doucement. Des marchands ouvraient leurs boutiques, des passants pressés évitaient les flaques d'eau, des chiens tiraient leurs maîtres à travers les allées encore froides du matin. Mais Henri ne voyait rien de tout cela. Il marchait comme en apnée, les pensées assourdies par une tempête intérieure. Une fois rentré, il referma la porte de son appartement sans même retirer son manteau. Il resta immobile dans le hall, regardant le parquet ciré sous ses pieds comme s'il découvrait cet endroit pour la première fois. Le silence lui parut soudain trop pesant. Il avança dans le salon, retira son manteau et le laissa tomber sur un fauteuil. Il n'avait jamais fait cela. Il était de ceux qui suspendèrent leurs affaires toujours au même endroit. Mais là, il n'avait pas la force de respecter ses propres règles. Il s'effondra dans le fauteuil en cuir, près de la grande baie vitrée. Dehors, la ville s'ébrouait, mais en lui, c'était le vide. Un abîme profond, noir qu'il croyait avoir scellé à jamais. La douleur qui remontait en lui n'avait rien d'abstrait. Elle était physique, comme une lame qu'on avait oubliée dans sa chair et qui brusquement recommençait à le déchirer. Il ne prononçait jamais son nom. Même dans ses pensées, il l'évitait. Mais maintenant, il ne pouvait plus lutter. Élise, son Élise. Elle avait 8 ans lorsqu'elle était partie. Une fièvre brutale, une infection que les médecins n'avaient pas su arrêter. Tout s'était passé si vite. 2 jours entre les premiers frissons et le dernier souffle. 2 jours de cauchemar, de lutte inutile, de promesses murmurées à son chevet. Il s'était juré de ne plus jamais revivre cela. Et pour ne pas y penser, il avait choisi l'oubli actif, le travail, la discipline, la performance. Chaque contrat signé, chaque objectif atteint, chaque minute planifiée avait été une pierre posée sur la tombe de ses souvenirs. Mais voilà qu'une simple fenêtre entr'ouverte, un regard d'enfant, avait suffi à faire voler ce mur en éclats. Henri se leva, marcha lentement jusqu'à la bibliothèque. Il ouvrit un tiroir, sortit une boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur, quelques dessins froissés, une mèche de cheveux, un bracelet en plastique rose avec des perles multicolores. Il s'assit par terre, posa la boîte devant lui et la contempla comme s'il ouvrait un reliquaire sacré. Chaque objet portait la marque d'un amour immense, d'une perte impossible à accepter. Il effleura le bracelet du bout des doigts et une larme roula sur sa joue, silencieuse, pure, sans convulsion. Une larme d'homme qui a tout contenu trop longtemps. Il resta ainsi un long moment. Il ne cherchait pas à comprendre ce qu'il ressentait. Il voulait seulement rester là, avec ces fragments du passé, jusqu'à ce que le poids sur sa poitrine devienne un peu moins insupportable. Puis, il pensa à Juliette. Il revoyait son visage, ses gestes lents,
sa manière de ne rien dire, comme si elle portait en elle une sagesse ancienne. Cet enfant n'était pas Élise, il le savait, mais elle avait réveillé quelque chose de fondamental, une corde sensible qu'il pensait rompue à jamais. Ce n'était pas seulement la ressemblance, c'était l'écho, comme si Juliette incarnait une possibilité qu'on lui avait arrachée. Et Claire, que savait-elle vraiment? Que cachait-elle derrière son silence digne et son regard épuisé? Pourquoi n'avait-elle jamais mentionné cet enfant? Était-elle en droit de lui cacher cela? Était-il en droit, lui, d'exiger des réponses? Henri se redressa. Il rangea la boîte dans le tiroir, se lava le visage, se changea. Il devait retrouver son calme. Il devait comprendre. Il ne s'agissait plus d'une simple affaire personnelle. C'était un nœud profond, ancien, lié à ses décisions passées, à Camille, à cette jeune femme discrète qu'il avait à peine remarquée au moment de sa démission. Il se souvenait maintenant de quelques détails. Elle avait quitté l'entreprise sans un mot, refusant l'entretien de départ. À l'époque, il avait 1000 urgences, 1000 autres noms sur ses listes. Il ne s'était pas arrêté. Mais si elle était enceinte, et si Juliette était le fruit de cette période, si elle était, d'une manière ou d'une autre, liée à lui, il n'était pas homme à se laisser emporter par des élans irrationnels. Toute sa vie, il avait pesé ses choix avec froideur. Mais là, il sentait que quelque chose lui échappait. Et au fond de lui, il y avait cette pensée qu'il n'osait pas encore formuler. Et si cet enfant était une part de sa propre histoire? Henri sortit à nouveau. Il marcha longtemps, sans but précis. Il traversa les rues comme un fantôme, observant les visages, les vitrines, les couples pressés. Rien ne lui semblait réel. Tout était flou, lointain, comme s'il flottait dans une autre dimension. Il s'arrêta devant une école, regarda les enfants courir dans la cour. Il y avait là une joie brute, un désordre vital qu'il avait toujours méprisé. Aujourd'hui, il l'enviait. Quand il rentra une nouvelle fois, chez lui la nuit était tombée. Il ne mangea pas. Il s'assit dans le noir, laissant la ville s'agiter au loin derrière les vitres. Il pensa à Élise, à Juliette, à Camille, à Claire. Un puzzle incomplet dont il ne possédait que quelques pièces. Mais il savait désormais qu'il devait chercher les autres, qu'il ne pourrait pas faire taire cette douleur tant qu'il n'aurait pas trouvé la vérité. Le lendemain, Henri se leva avec un but en tête. Il n'avait presque pas dormi encore une fois. Les heures nocturnes s'étaient écoulées dans une tension sourde, son esprit tournant en boucle autour de l'enfant, de Claire, de Camille, et surtout de ce silence accablant qui enveloppait toutes les pièces de ce mystère. Il savait qu'il ne pouvait pas rester inactif. Attendre une réponse tombée du ciel ne faisait pas partie de sa nature. Il fallait retourner là-bas, pas pour confronter, pas encore, mais pour comprendre, un peu plus. Il quitta son appartement en fin de matinée, un sac en main rempli de provisions, fruits, lait, du riz, quelques douceurs. Un geste simple mais chargé de sens. Il voulait venir en paix. Il voulait effacer, ne serait-ce qu'un peu, la violence, contenue dans sa première visite. Il voulait aussi, même s'il ne se l'avouait pas, retrouver ce regard, celui de Juliette, ce regard qu'il avait désarmé comme jamais personne ne l'avait fait. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble, il hésita un instant, le cœur battant un peu plus fort qu'à l'habitude. Il monta lentement les escaliers et cette fois frappa doucement à la porte. Pas de surprise, pas de guet-apens silencieux. Derrière une fenêtre entr'ouverte, il voulait être vu. Il voulait être invité. Claire ouvrit. Elle le regarda sans mot dire, ses yeux légèrement plissés par la fatigue et la méfiance. Henri tendit le sac sans un mot, comme une offrande. Elle le prit, recula légèrement et ouvrit plus largement la porte. Il entra, cette fois accueilli, quoique sans chaleur apparente. L'atmosphère était la même que la veille. Modeste, un peu triste, mais propre et ordonnée malgré tout. Juliette était là, assise sur le même tabouret, un livre d'images entre les mains. Elle leva les yeux, vit Henri, et cette fois esquissa un très léger sourire, presque imperceptible, mais réel. Il s'approcha lentement, s'accroupit à son niveau. « Bonjour, Juliette. » Elle ne répondit pas, mais ne détourna pas le regard. Henri sentit une chaleur discrète se répandre en lui. Il lui montra une tablette de chocolat sortie du sac. Elle hésita, puis prit le carré qu'il lui tendait. Ce geste minuscule brisa quelque chose entre eux, une barrière invisible. Claire les observait en silence, les bras croisés. Henri se releva, se tourna vers elle. « Je peux vous parler, Claire ?»
Elle acquiesça, l'invita à s'asseoir à la petite table. Il remarqua les cernes profonds sous ses yeux, les rides accentuées par la fatigue. Elle n'était pas vieille, mais la vie semblait l'avoir usée plus vite qu'il n'aurait cru. « Merci de m'avoir laissé entrer. Et merci de prendre soin d'elle. » Claire haussa légèrement les épaules. « Elle est tout ce qu'il me reste. Alors je fais ce que je peux. » Henri observa la pièce, puis Claire à nouveau. « Je voudrais savoir ce qui s'est passé avec Camille. » Le nom flotta un instant dans l'air, dense, lourd. Claire baissa les yeux, joignit les mains. « Camille a toujours été secrète, même avec moi. Quand elle est tombée enceinte, elle n'a rien voulu dire sur le père. Elle travaillait beaucoup. Elle disait que l'enfant serait sa chance de recommencer, de vivre une vie différente. » Henri hocha lentement la tête. Il sentait son ventre se nouer à chaque mot. Et après la naissance, Claire soupira. Elle était épuisée, seule. Mais elle aimait cette petite plus que tout. Puis, un jour, elle est partie. Comme ça. J'ai trouvé un mot sur la table. Elle disait qu'elle devait régler quelque chose, qu'elle reviendrait. Mais elle n'est jamais revenue. Et la police? Une déclaration a été faite. Ils ont cherché, brièvement. Mais sans piste, sans indice. Ils ont laissé tomber. Et moi, j'avais Juliette. Je ne pouvais pas me permettre de sombrer. Alors j'ai continué. Henri sentait l'émotion monter. Chaque phrase de Claire était un coup, chaque détail une pièce de plus dans un puzzle tragique. Il regarda Juliette, qui tournait maintenant doucement les pages de son livre. Elle semblait absente, mais il savait qu'elle écoutait. Est-ce que Camille vous a parlé de son travail, ou elle travaillait avant de partir? Claire hocha lentement la tête. Elle travaillait pour un groupe industriel, dans l'administration. Elle a été licenciée quand elle était enceinte de 3 mois. C'était dur, très dur. Henri sentit un frisson le parcourir. Il n'avait plus besoin de confirmation. Le groupe, c'était le sien. Et il se souvenait maintenant. Camille, discrète, souvent silencieuse, presque invisible. Il se souvenait d'avoir signé une vague pile de dossiers, dont les siens. Licenciement. Pour motif économique. Il n'avait rien vu. Ou peut-être n'avait-il pas voulu voir. Elle a dit pourquoi elle avait été renvoyée? Non. Juste que c'était fini. Qu'elle devait se débrouiller seule. Elle ne s'est jamais plainte. Elle s'est simplement effacée. Henri se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Il regarda dehors sans vraiment voir. Le poids de ses décisions passées lui retombait dessus comme un orage longtemps différé. Et s'il avait été, sans le savoir, le déclencheur de tout ce chaos? Et si cette petite fille, qui mordillait maintenant son chocolat avec innocence, était le fruit d'un abandon indirect? Il sentit une culpabilité ancienne l'envahir, une faute commise non pas par cruauté, mais par négligence, et cette forme d'oubli le rongeait plus encore. « Je reviendrai, » dit-il en se retournant, « si vous le permettez. » Claire le regarda longuement, puis elle hocha la tête, rien de plus. Henri sortit de l'appartement avec un sentiment étrange. Il n'avait pas trouvé toutes les réponses, mais il savait qu'il avait ouvert une porte qui cette fois ne se refermerait pas. De retour chez lui, Henri n'éteignit pas la lumière. Il avait passé la porte, traversé les pièces silencieuses de son appartement sans même poser sa mallette. Il n'avait qu'une pensée. En tête, un nom qui résonnait maintenant avec une intensité insoutenable, Camille. Ce simple prénom, autrefois noyé dans les dizaines de dossiers qu'il traitait chaque semaine, avait refait surface avec une force inattendue, comme un fragment oublié de sa propre histoire qui exigeait maintenant d'être vu, d'être reconnu. Il s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur professionnel et commença à fouiller les archives internes de son groupe. Les bases de données étaient vastes, méticuleusement organisées, et grâce à son accès prioritaire, il trouva rapidement les anciens fichiers de ressources humaines. Il tapa le nom complet qu'il avait entendu de la bouche de Claire. Camille Moreau. Une poignée de résultats s'afficha. L'un d'eux correspondait parfaitement à sa mémoire. Embauché en contrat à durée indéterminée dans le service administratif, bureau de Levallois, entré en fonction 7 ans plus tôt, licencié 5 ans auparavant. Motif: suppression. De poste dans le cadre d'une restructuration approuvée par la direction générale. Henri fixa l'écran. Il se souvenait vaguement de cette période. L'entreprise avait connu un ralentissement stratégique. Des décisions drastiques avaient été prises. Il se rappelait les tableaux, les courbes, les objectifs de réduction de charges salariales. Mais il ne se rappelait pas d'avoir regardé ces gens. Pas vraiment.
et encore moins cette jeune femme, probablement enceinte à ce moment précis, qu'il avait renvoyée sans même la voir. Il consulta le dossier plus en détail. Camille n'avait jamais fait appel de la décision. Elle avait quitté l'entreprise sans bruit, sans lettre d'adieu, sans mot de protestation. Mais un élément retint son attention, un email enregistré dans les archives de la messagerie interne. Un message envoyé à son adresse personnelle d'entreprise quelques jours, avant la fin de son contrat. Il cliqua. Le contenu était bref, presque désespéré. Camille y écrivait qu'elle avait besoin de parler, qu'elle portait quelque chose de trop important pour être ignorée, qu'elle ne savait plus à qui s'adresser. Elle terminait en disant qu'elle avait peur, qu'elle sentait que le temps lui manquait. Henri n'avait jamais vu ce message. À cette époque, il recevait des centaines de courriels par semaine, triés par son assistante. Ce message avait dû être filtré, relégué dans un sous-dossier, oublié. Mais maintenant, il le lisait et il comprenait. Ce trop important, qu'elle n'avait jamais eu le temps d'expliquer, c'était sans doute Juliette, l'enfant qu'elle portait, l'enfant qu'il avait vu assise devant un bol vide, les cheveux emmêlés, le regard perdu dans l'absence. Il se leva brusquement, incapable de rester en place. Il marcha dans la pièce, les mains dans les cheveux. Une rage sourde montait en lui, contre lui-même d'abord, contre ce système qu'il avait bâti, froid et impeccable, dans lequel chaque nom était un chiffre, chaque visage une ligne dans un tableau, et contre ce destin cruel qui avait arraché Élise, puis semé autour de lui des douleurs qu'il n'avait pas voulu voir. Et si Camille avait tenté de lui dire que Juliette avait un lien avec lui? Une possibilité folle traversa son esprit. Il pensa à Thomas, son fils, Thomas et Camille. Thomas mort dans un accident de moto à 20 ans, quelques mois, avant la disparition de Camille. Il n'avait jamais creusé cette période. Il s'était plongé dans le travail après le choc, refusant les conversations, fuyant les souvenirs. Thomas et Camille s'étaient peut-être croisés. Peut-être, même plus que cela. Une liaison discrète, un amour de jeunesse. Et si Juliette n'était pas simplement une inconnue, si elle était sa petite fille? Henri resta figé, le souffle coupé. Il revoyait le regard de Juliette, ce regard qu'il avait transpercé, comme une reconnaissance silencieuse. Ce n'était pas une coïncidence, ce ne pouvait pas l'être. Il décida d'en parler à Claire. Il devait savoir ce qu'elle savait. Peut-être cachait-elle quelque chose, peut-être protégeait-elle un secret qui n'était pas le sien. Mais au fond de lui, Henri ne voulait pas l'accuser. Il voulait comprendre. Il voulait reconstruire, réparer si possible. Le lendemain, il retourna dans le même quartier, les rues devenues presque familières. Il frappa à la porte avec une précaution mêlée d'appréhension. Claire ouvrit encore une fois. Elle semblait surprise, mais pas hostile. « Puis-je entrer » demanda-t-il doucement. Elle s'écarta sans répondre. Juliette était dans un coin, dessinant. Elle leva les yeux, sourit cette fois avec un peu plus d'assurance. Henri s'accroupit, caressa doucement ses cheveux. « Tu dessines quoi ?»« Une maison, » dit-elle. Il sourit, puis se releva. « Claire, j'ai trouvé un message. De Camille. Elle m'a écrit avant de partir. » Claire pâlit légèrement. « Elle vous a écrit ?»« Oui, et je pense qu'elle voulait me dire quelque chose. Quelque chose à propos de Juliette. » Claire s'assit lentement. Elle semblait peser chaque mot. Camille était très discrète. Mais elle aimait Thomas. Il se voyait, vous savez. Je n'ai jamais approuvé. Elle savait que ça finirait mal, mais elle l'aimait. Henri sentit son cœur ralentir. Vous pensez que Thomas est... Je n'ai jamais eu de preuves. Camille refusait de parler. Elle disait que ça ne changerait rien, que personne ne l'écouterait, que Thomas était déjà parti. Henri ferma les yeux un instant. Il sentait les pièces s'emboîter. Une à une, Juliette, Camille, Thomas. Et cette douleur silencieuse, transmise de génération en génération, sans mots, sans explication. « Il faut que je sache, » dit-il enfin. « Pas pour moi, pour elle. » Claire hocha la tête, lentement. Elle comprenait. Le poids de la vérité devenait trop lourd pour être porté seul. Henri rentra chez lui cette nuit-là, avec la sensation que le sol sous ses pieds commençait à se fissurer. Le passé qu'il avait méthodiquement enterré sous des strates de travail, de chiffres, d'exigences et de silence, remontait à la surface comme une marée lente, mais inexorable. Il avait besoin de certitude. Les souvenirs de Thomas, son
Fils disparu trop jeune, s'était toujours heurté à un mur de douleur muette. Henri avait fui ce chagrin en se jetant dans les affaires, persuadé que l'oubli volontaire était un acte de survie. Mais désormais, ce mur craquait. Il passa la nuit dans son bureau personnel, les lumières tamisées, entouré de dossiers qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Parmi eux, quelques affaires personnelles de Thomas que personne n'avait eu le cœur de trier après sa mort. Des carnets de notes, des clés USB, un vieux téléphone. Henri les posa devant lui avec précaution, comme s'il s'agissait de reliques. Il n'avait jamais été un père expansif. Thomas avait grandi entre des murs de silence poli, d'horaires fixés, de règles implicites. Il s'était peu parlé, surtout après la mort de sa mère. Et pourtant, ce fils portait en lui une part qu'Henri ne s'était jamais autorisé à découvrir. Il ouvrit un carnet, lut quelques pages de pensées adolescentes, des esquisses de projets, des poèmes maladroits, et, au détour d'un feuillet, un prénom écrit plusieurs fois. Camille. Il s'arrêta net. Là, entre des lignes tracées à l'encre bleue, il lut une confession timide. « Je crois que Camille m'aime. Moi aussi. Mais je sais que mon père ne comprendrait pas. Il la trouverait trop simple. Moi, je la trouve belle. » Henri reposa le carnet, le cœur battant. Il avait ignoré tant de choses. Il n'avait rien vu, il n'avait pas su voir. Il prit le vieux téléphone de Thomas, tenta de l'allumer. La batterie était morte depuis longtemps. Il chercha un chargeur compatible, le trouva dans un tiroir et patienta. Une fois allumé, le téléphone révéla quelques messages, photos, fragments d'une vie que Henri n'avait jamais vraiment partagée. Et parmi ces éléments, des messages de Camille, tendres, parfois inquiets, souvent discrets. Elle disait l'aimer, parlait de l'après, du jour où il pourrait enfin dire la vérité. Puis, plus rien. Un silence à partir d'une date précise, 3 jours avant l'accident de Thomas. Henri recula dans son fauteuil. Une boucle commençait à se former. Camille avait perdu Thomas. Seule, enceinte, elle avait été licenciée. Elle avait tenté de lui écrire. Il n'avait jamais répondu. Elle avait disparu et Juliette était née. Le lien ne faisait plus de doute, mais il lui manquait encore des preuves. Il devait agir. Il devait savoir. Le lendemain, il demanda à son assistant de missionner un enquêteur privé, quelqu'un de discret, professionnel, habitué aux affaires délicates. L'homme s'appelait Luc Verne. Cheveux gris, costume sobre, regard perçant. Henri lui expliqua la situation sans révéler tous les détails intimes. Il parla de Camille Moreau, de sa disparition, de sa fille Juliette. Il évoqua la possibilité d'un lien avec Thomas. Luc écouta sans poser de questions inutiles, puis promit de commencer l'enquête immédiatement. En moins de 3 jours, Henri reçut les premiers résultats. Camille avait grandi en banlieue parisienne, dans une famille modeste. Relation familiale tendue, père absent, mère malade. Elle avait quitté la maison jeune, enchaîné les petits boulots avant de décrocher un poste stable dans le groupe de Henri. Discrète, sans histoire, appréciée de ses collègues, les mois ayant précédé sa disparition avaient été marqués par un isolement croissant. Elle ne parlait à presque personne. Elle était enceinte mais n'avait jamais mentionné le père. Après son licenciement, elle avait été vue quelques fois dans le quartier portant des sacs lourds, fatiguée, puis plus rien. La police avait classé sa disparition comme volontaire. Aucun signe de violence, aucun retrait bancaire suspect, pas de témoin, un signalement sans suite. Henri lut ces lignes en silence. Chaque mot était une lame supplémentaire. Il imagina Camille, seule, portant l'enfant de Thomas, sans soutien, sans famille, sans avenir. Il pensa à son entreprise, à ses protocoles froids, à ses décisions justifiées par des tableurs. Il pensa à sa propre absence, à son refus de voir, à sa peur de souffrir encore. Il retourna voir Claire. Cette fois, il n'apporta rien. Il venait pour parler. Elle ouvrit sans surprise, presque comme si elle l'attendait. Juliette n'était pas là. À l'école, expliqua Claire. Ils s'assirent face à face. « Je veux faire un test de paternité », dit Henri sans détour. Claire baissa les yeux. « Pour savoir si vous êtes son grand-père ?»« Oui, je dois savoir, pas pour moi, pour elle, pour qu'elle ait une vérité. » Claire resta silencieuse de longues secondes, puis elle leva les yeux vers lui. « Vous croyez que ça changera quelque chose ?»« Oui, tout. Elle mérite de savoir d'où elle vient. »
de connaître son histoire, même si elle est douloureuse. » Claire soupira. Elle semblait à la fois soulagée et accablée. « Très bien, je donnerai mon accord. Mais vous devrez le faire correctement. Pas de presse, pas de scandale. » Henri hocha la tête. Il s'engageait. Il sentait que cette démarche n'était pas simplement une vérification biologique. C'était une manière de prendre enfin la responsabilité de son héritage, de mettre un nom, un visage, un amour sur ce qu'il avait fui pendant trop longtemps. Dans le silence de cet appartement modeste, il sentit qu'une étape avait été franchie. Bientôt, la vérité sortirait de l'ombre. Et avec elle, peut-être, la possibilité d'un nouveau départ. Les jours suivants furent marqués par un changement subtil, presque imperceptible, mais profond dans la routine de Henri. Il continua à se rendre chez Claire, parfois avec un panier de courses, d'autres fois avec des livres illustrés, ou simplement les mains vides. Il ne venait plus avec une urgence dans le regard, ni avec des attentes précises. Il venait pour Juliette, pour voir ses yeux s'illuminer à son arrivée, pour l'écouter raconter ses journées d'école d'une voix hésitante mais curieuse, pour l'entendre l'appeler Monsieur Henri, avec une douceur si particulière qu'elle semblait venir d'un autre temps. Au début, elle restait distante, presque craintive, mais peu à peu, un fil invisible s'était tendu entre eux, solide et discret. Elle aimait qu'il lui lise des histoires, surtout celles où les animaux parlaient, où les forêts cachaient, des secrets, où les enfants perdus retrouvèrent le chemin de leur maison. Elle riait à certains passages, et à d'autres, elle restait silencieuse, les yeux grands ouverts, absorbée par chaque mot, chaque intonation. Henri se surprenait à attendre ces moments avec impatience. Il retardait ses réunions, déléguait des tâches, repoussait des voyages. Le monde des affaires, autrefois l'unique centre de gravité de son existence, avait perdu de sa force d'attraction. Il n'en parlait à personne, ni à ses associés, ni à ses rares amis. Ce qu'il vivait dans ce petit appartement modeste du 19e arrondissement échappait à toute logique, à toute définition. C'était une sensation ancienne, oubliée, comme celle qu'il avait connue en tenant Élise dans ses bras pour la première fois. Un soir, alors que la lumière déclinait doucement à travers les rideaux, Juliette s'approcha de lui. Elle tenait un dessin. Elle lui tendit avec un sourire timide. Henri le prit, le déplia. Il représentait une maison, un arbre, une femme, une petite fille et un homme aux cheveux gris. « C'est qui, lui » demanda-t-il doucement. « C'est toi » répondit-elle sans hésiter. Henri sentit sa gorge se serrer. Il regarda Claire assise à la table, les mains serrées autour d'une tasse de thé. Elle ne disait rien, mais son regard en disait long. Elle voyait, elle comprenait, elle acceptait. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Henri relut encore une fois le message de Camille. Il essayait de deviner ce qu'elle avait voulu lui dire. Il imaginait ses doigts tremblants tapant les mots, sa respiration haletante, son regard inquiet. Et à chaque fois, il se demandait pourquoi il n'avait pas vu ce message plus tôt. Il ne cessait de se répéter qu'il aurait pu tout changer, empêcher sa disparition, être là, être un homme, un père, un grand-père. Mais les regrets ne changeaient rien. Il n'avait plus que le présent. Le test de paternité avait été lancé de manière discrète. Une clinique spécialisée avait prélevé un échantillon de salive à Juliette et un à Henri, sans lui expliquer en détail la procédure, seulement qu'il s'agissait d'un bilan de santé pour Monsieur Henri. Claire avait accepté cette version, sachant qu'il était trop tôt pour bouleverser la paix fragile que la fillette semblait enfin connaître. En attendant les résultats, Henri continua ses visites. Il apprenait à connaître Juliette dans ses gestes quotidiens, sa façon de marcher avec légèreté, comme si ses pieds ne touchaient jamais tout à fait le sol, son rire bref et cristallin lorsqu'elle trouvait quelque chose amusant, sa manière de poser 1000 questions et de garder le silence sur l'essentiel. Il aimait cette énigme, cette pudeur naturelle, cette tendresse brute. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il sentait. Ce n'était pas seulement de l'affection, c'était une reconnaissance viscérale, instinctive. Comme si son sang répondait à un appel ancien. Il ne voulait pas se l'avouer entièrement, mais il savait déjà. Avant même les résultats, il savait. Un après-midi, alors qu'il lui lisait une histoire sur un vieux marin solitaire qui découvre une sirène blessée, Juliette s'approcha doucement et posa sa tête contre son épaule. Henri cessa de lire. Il n'osa pas bouger. Il resta là, le livre ouvert sur ses genoux, le regard fixé au loin. Une vague de chaleur presque douloureuse monta en lui.
Cela ne s'était plus produit depuis Élise. Cette proximité, cette confiance muette. Il ferma les yeux, murmura une fin improvisée à l'histoire et resta ainsi le cœur battant fort dans le silence du soir. Claire, debout dans l'embrasure de la porte, les regardait. Elle ne disait rien. Elle ne pleurait pas. Elle observait, simplement, comme on observe une chose fragile, précieuse, qui pourrait se briser à tout instant. Elle savait ce que cela signifiait. Elle sentait le lien se tisser, s'épaissir, devenir réel. Henri, de son côté, commençait à imaginer une suite. Pas une prise de pouvoir, pas une appropriation, mais une présence, une place. Être là, aux anniversaires. Être celui qui vient chercher Juliette à l'école une fois de temps en temps. Celui qui lui offre des livres, qui lui parle d'Élise comme d'un ange ancien. Celui qui, peut-être, pourrait l'accompagner dans une vie plus douce. Mais pour cela, il fallait que la vérité soit dite. Claire devait l'accepter. Juliette aussi en temps voulu. Il fallait que cette vérité soit une lumière, et non une bombe. Henri savait que le moment approchait. Il n'avait plus peur. Ce qu'il avait retrouvé dans les gestes simples de Juliette valait toutes les réussites, toutes les fortunes. Dans son grand appartement silencieux, Henri n'écoutait plus les rapports, les courbes de croissance, les bilans. Il regardait les dessins de Juliette posés sur son bureau comme des reliques. Il les touchait du bout des doigts chaque soir avant de dormir. Il n'y avait plus que cela qui comptait maintenant. Un lien, un secret en train de devenir vérité, un amour, ancien qui par miracle renaissait. La révélation, d'abord discrète, commença à murmurer dans les couloirs du siège. Quelques regards, des silences trop pesants, des phrases suspendues au détour d'un ascenseur. Un homme comme Henri Dumas, toujours impeccable, toujours maître de son image et de ses mouvements, ne passait pas inaperçu lorsqu'il déviait de son trajet habituel. Ses absences répétées, ses retours tardifs, son téléphone souvent silencieux. Quelque chose changeait, et dans les cercles où la rumeur naît avant la vérité, il ne fallut pas longtemps avant que la machine médiatique s'active. Tout commença par un article discret publié dans une revue de potins financiers. Henri Dumas, le roi de l'efficacité, serait-il tombé amoureux d'une employée de maison? La question, posée avec une ironie calculée, s'appuyait sur des photos floues prises par un journaliste indépendant. On y voyait Henri sortir d'un immeuble populaire, un sac de courses à la main. Une autre photo le montrait accroupi devant une fillette, souriant. Une scène d'apparence banale mais hautement explosive dans les sphères où tout geste est disséqué. En quelques heures, la nouvelle s'était propagée. Les rédactions plus sérieuses prenaient le relais, posant des questions plus aiguisées. Que faisait le patron de l'un des plus grands groupes industriels français dans le quartier le plus modeste du 19e arrondissement? Pourquoi multipliait-il les visites chez une certaine Claire Moreau, anciennement à son service? Quel lien existait entre cette femme, sa petite-fille Juliette, et l'homme d'affaires le plus rigide de Paris? Henri, d'abord surpris, tenta de garder le silence. Il pensait que l'affaire s'éteindrait d'elle-même, mais c'était mal connaître la soif de scandale qui animait les médias. Plus il se taisait, plus les spéculations s'emballaient. On parla de liaisons secrètes, de filles cachées, de réparation discrète pour une faute passée. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'histoire, la déformant, la transformant en fable moderne d'un riche coupable en quête de rédemption. Les anciens collaborateurs, eux, commencèrent à parler. L'un d'eux, anonymement, déclara qu'une certaine Camille Moreau avait autrefois travaillé dans l'une des filiales du groupe. Il se souvenait d'elle comme d'une employée sérieuse, timide, souvent seule. Il ajouta qu'elle semblait avoir des soucis personnels avant son licenciement. Une autre source affirma l'avoir vue en pleurs un soir, après une tentative de rendez-vous avec la direction refusée. Les pièces du puzzle, éparpillées, commencèrent à se rassembler dans l'œil du public. On interrogea les archives. Des journalistes cherchèrent Camille, sans succès. La question de sa disparition refit surface. Certains parlèrent d'un suicide, d'autres d'une fuite à l'étranger, mais tous s'accordèrent sur un point: Henri Dumas était mêlé, d'une manière ou d'une autre, à cette énigme. Henri sentit la pression monter. Il reçut des appels de ses avocats, de ses associés, de la présidence du conseil d'administration. On s'inquiétait de l'image de l'entreprise, de la stabilité des actions. On lui conseilla de publier un démenti, de couper tout lien avec la famille Moreau, de reprendre sa vie d'avant.
Il écouta sans répondre, le visage fermé. Mais à l'intérieur, il bouillait. Ce n'était pas le scandale qui le dérangeait. C'était la manière dont Juliette était déjà instrumentalisée, son nom murmuré comme un soupçon, son existence niée ou caricaturée. Il ne pouvait plus se taire. Il savait que la vérité, même incomplète, était préférable à ses demi-mensonges. Il alla voir Claire le soir même. Elle avait déjà vu les articles. Elle tenait un journal entre ses mains, froissé, l'encre tachant ses doigts. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Mais son regard était plus dur que jamais. « Vous avez mis ma petite en danger, murmura-t-elle. Sans le vouloir peut-être. Mais vous l'avez fait. » Henri s'assit, les coudes sur les genoux, la voix basse. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit mêlée à tout ça. Et maintenant, vous allez faire quoi? Reculer? Vous taire? Non, je vais dire la vérité. Je vais parler. Mais à ma façon. » Claire le regarda longuement. Elle comprenait que l'homme devant elle n'était plus celui qui, jadis, signait des licenciements d'un trait de plume sans lever les yeux. Il avait changé. Ou plutôt, il avait été changé. Par une fillette, par un fantôme nommé Camille, par un amour ancien jamais exprimé. Le lendemain, Henri convoqua une réunion avec son service de communication. Il exigea une déclaration, sobre, précise, sans détour. Il y parlerait d'un lien de sang potentiel, d'une recherche de vérité, d'un devoir moral envers une enfant qui avait peut-être été abandonnée par son nom. Il refusa toute mention de Camille, comme ancienne. Employée. Il demanda que l'on parle d'elle comme d'une femme disparue, une mère, une histoire laissée sans fin. Les journalistes, à l'annonce de cette future déclaration, s'agitaient déjà. Les spéculations allaient bon train. Mais Henri ne craignait plus leur regard. Il ne craignait plus d'être jugé. Ce qu'il voulait désormais, c'était que Juliette grandisse sans avoir à se cacher. Qu'elle sache qu'un homme, même imparfait, avait choisi de se tenir debout pour elle. Qu'elle ait un jour, si elle le souhaite, un nom qu'elle puisse porter sans honte. Le jour suivant, Henri se réveilla avant l'aube. Le monde extérieur semblait encore figé dans le sommeil. Mais en lui, tout était agitation. Il avait relu les journaux, observé les réseaux sociaux, noté la manière dont les gens s'emparaient de fragments de sa vie pour construire une histoire qui n'était pas la sienne. Une image fausse, tordue par la curiosité publique. Mais ce n'était pas ce regard extérieur qui le hantait, c'était celui de Camille, ou plutôt celui qu'il n'avait jamais croisé, jamais écouté, jamais compris à temps. Son message, toujours présent dans sa boîte de réception, était devenu un écho insistant dans sa tête. Il retourna dans son bureau personnel, rouvrit ce fameux email. Il relut chaque mot comme on scrute une carte ancienne, espérant y trouver un indice invisible à l'œil nu. Il relut la phrase « Je vous écris parce que je n'ai plus le choix. Il s'agit d'une enfant et je ne sais plus quoi faire. » C'était daté de 3 jours avant son licenciement. Il chercha dans ses archives la correspondance de cette période, les comptes rendus de réunions, les agendas, tout ce qui pouvait lui fournir un contexte. Il découvrit que Camille avait demandé un rendez-vous à son assistante, qui ne lui avait jamais été accordé. Un refus automatique, routinier. Rien de personnel, juste la mécanique impitoyable d'une organisation bien huilée. Henri se rappela de cette semaine-là. Il avait été en déplacement, puis enchaîné les réunions stratégiques. Il n'avait jamais su. Personne ne lui avait transmis ce message, ou peut-être l'avait-il vu puis oublié comme tant d'autres. Il se demanda ce que Camille aurait dit si elle avait eu l'occasion de le voir. Avait-elle voulu lui parler de Thomas, de la grossesse, de l'incertitude dans laquelle elle se noyait? Il ne le saurait jamais. Mais une chose était certaine, désormais. Elle avait essayé de lui parler. Elle avait tendu la main, et lui, dans son monde de verre et de silence, ne l'avait pas saisie. Il retourna voir Claire en fin de matinée. Il trouva Juliette dans un coin du salon, jouant avec des cubes en bois. Claire l'invita à s'asseoir. Elle semblait fatiguée, mais moins fermée que la veille. « J'ai retrouvé d'anciens messages, » dit Henri doucement. Camille voulait me voir avant de partir. Elle disait qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Elle parlait d'une enfant, de peur. Claire hocha lentement la tête. Elle m'avait dit qu'elle vous avait écrit, mais elle ne croyait pas que vous répondriez. Je n'ai jamais su, et même si j'avais su, je ne sais pas si j'aurais compris. À l'époque, je ne voulais plus entendre parler d'enfants, de douleur. Mon propre fils venait de mourir. J'étais fermé, froid.
Claire ne répondit pas tout de suite. Elle regardait Juliette qui empilait ses cubes, concentrée, insouciante de la conversation. Elle avait peur, continua-t-elle. Peur que vous refusiez de croire qu'elle disait la vérité. Peur qu'on l'accuse de vouloir profiter de votre nom. Elle n'a jamais voulu ça. Elle voulait seulement que sa fille sache un jour d'où elle venait. Henri sentit un nœud se former dans sa gorge. C'était exactement ce qu'il aurait pensé à l'époque. Qu'on tentait de profiter de sa position, de son nom, de sa fortune. Il aurait refusé de voir l'humanité derrière les mots. Il le savait, il en avait honte. Elle a dit autre chose, à propos de Thomas, seulement qu'il était doux avec elle, qu'il avait peur de vous, qu'il lui disait que vous ne comprendriez pas, mais qu'il voulait être présent pour l'enfant, même s'il ne savait pas comment. Puis il est mort, et tout s'est effondré. Henri ferma les yeux. Il imaginait Thomas, jeune homme encore maladroit, confronté à une responsabilité trop grande, trop soudaine. Un enfant en route, une compagne effrayée, un père absent. Et lui, dans son bureau, incapable de voir ce qui se tramait dans l'ombre de sa propre vie. « Le test de paternité, dit-il finalement. Je le recevrai demain. » Claire acquiesça. « Je sais déjà ce qu'il dira. » Henri leva les yeux vers elle. « Vous saviez depuis le début ? Non ? Je l'ai compris plus tard. À force de la voir, de vous voir. Elle a vos silences, vos regards, et ceux de Thomas aussi. Elle est un mélange des deux. Je ne pouvais pas l'ignorer. » Henri regarda Juliette, toujours absorbée dans son jeu. Elle construisait une tour de cubes instable, posant chaque pièce avec une attention extrême. Il y avait dans ses gestes une volonté tranquille, une force discrète. Il se leva, s'accroupit à côté d'elle. « Tu veux que je t'aide ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, sourit. « Oui, mais pas trop, sinon elle tombe. » Il comprit ce qu'elle disait au-delà des mots. Elle voulait qu'il soit là, mais pas pour tout faire à sa place. Juste là, à ses côtés, présent, patient. Ils bâtirent la tour ensemble, lentement, bloc par bloc. Chaque geste était un pas vers elle, une réparation silencieuse, un serment sans parole. Le lendemain, à 9 heures du matin, Henri reçut un appel de la clinique. Le test était concluant. Il existait un lien de parenté direct entre lui et Juliette. Elle était bien la fille de Thomas, sa petite fille, sa seule famille restante. Il resta immobile un long moment, le téléphone encore en main. Il ne pleura pas, il ne sourit pas. Il respira lentement, profondément. Cette vérité ne changeait rien à ce qu'il ressentait déjà. Elle ne faisait que confirmer ce que son cœur savait depuis longtemps. Juliette était à lui, pas à posséder, pas à sauver, mais à accompagner. Henri s'habilla, prit son manteau et partit sans dire un mot à personne. Il ne prévint pas ses collaborateurs, il ne prévint même pas Claire. Il alla directement à l'école de Juliette, attendit la sortie. Lorsqu'elle apparut, cartable sur le dos, il s'accroupit à sa hauteur. « Juliette, dit-il, tu veux venir goûter chez moi aujourd'hui ?» Elle le regarda surprise puis hocha la tête avec un grand sourire. « Oui, mais seulement si je peux choisir le dessert. » Il rit doucement. Pour la première fois depuis des années, il rit sans retenue. Marché conclu. Le jour où les résultats furent confirmés, quelque chose changea définitivement dans la posture d'Henri. Jusqu'ici, même dans sa démarche la plus sincère, une part de lui restait en attente, en retrait, suspendue au verdict de la science, comme pour ne pas s'abandonner trop tôt à un lien dont il pressentait la force. Mais une fois la vérité révélée noir sur blanc, une fois les pourcentages inscrits sur le papier, 100% de probabilité de lien biologique entre lui et Juliette, il n'y eut plus de doute à abriter, plus de précautions émotionnelles à entretenir. Juliette était la fille de Thomas et donc sa petite fille. Le sang parlait, l'histoire se scellait. Henri prit le rapport entre ses mains, lut chaque ligne, chaque annotation technique, non pas pour les comprendre, mais pour en absorber le poids symbolique. Ce n'était pas un simple document médical. C'était une révélation, un acte de reconnaissance formelle. Tout ce qu'il avait senti, deviné, redouté, se trouvait maintenant figé dans un langage impersonnel, indiscutable. Et pourtant, cette vérité froide portait une chaleur insoupçonnée. Elle venait combler une absence, donner un nom à cette tendresse grandissante, donner à Juliette un droit de place, un ancrage dans une lignée. Il prit le chemin de l'appartement de Claire avec le cœur battant. Il savait qu'il ne pouvait plus repousser la conversation. Elle aussi attendait cette confirmation.
Elle aussi devait comprendre que ce lien n'était pas une projection, un espoir né de la douleur ou de la culpabilité, mais un fait. Il arriva sans prévenir. Claire ouvrit le regard déjà grave. Henri tendit le document sans un mot. Elle le prit, lut lentement. Puis elle referma les yeux quelques secondes, comme si elle rendait les armes. « Je m'en doutais, dit-elle doucement. » Henri s'assit, le corps tendu par une tension difficile à contenir. « Je ne sais pas ce que cela signifie concrètement. Claire, mais je veux faire partie de sa vie, pas comme un intrus, pas comme une figure d'autorité tombée du ciel. Je veux qu'elle sache qu'elle a un grand-père, qu'elle est aimée, qu'elle vient de quelque part. » Claire le regarda longuement en silence, puis elle hocha la tête. « Tu sais, Henri, elle n'a jamais eu de figure masculine stable. Elle a toujours eu cette absence au-dessus d'elle. Elle posait des questions parfois sur son père, sur ce qu'il était devenu. J'inventais des histoires. Je voulais la protéger. Mais ce genre de vide, ça ne se remplit pas avec des récits. Ça demande une présence. » Henri sentit ses épaules se détendre. « Alors je veux être cette présence, pas pour remplacer qui que ce soit, mais pour réparer, pour accompagner, pour lui donner ce que j'ai refusé à Thomas. » Claire sourit, triste. « Thomas, je ne l'ai pas connu, mais Camille disait qu'il avait quelque chose de lumineux. Elle parlait de lui comme d'un jeune homme brisé trop tôt. Tu sais, je crois qu'elle espérait jusqu'au bout que tu viendrais vers elle, qu'un jour tu comprendrais. » Henri baissa les yeux. « Je n'ai rien compris, ni à elle, ni à Thomas, ni à ce que je pouvais faire de bien. J'ai fui, j'ai effacé, mais Juliette, elle me fait sentir que j'ai encore une chance. » Claire posa une main sur la sienne. « Elle t'aime, Henri. Elle ne le dit pas encore, mais elle le montre. Et ça, chez un enfant, c'est tout ce qui compte. » Ils restèrent là un moment, dans le silence lié par ce changement irréversible. Puis Juliette rentra de l'école, le cartable sur le dos, les cheveux en bataille. Elle entra dans le salon, vit Henri et courut vers lui, sans hésitation. « Tu es venu ? Je t'avais dit que je viendrais, » répondit-il. Elle grimpa sur ses genoux avec l'aisance de celles qui ont déjà accepté un territoire affectif. Elle sortit un dessin de sa poche. « C'est toi et moi, et mamie Claire, et un chat. Tu crois qu'on peut avoir un chat ?» Henri éclata de rire. « On verra ce qu'on peut faire. » Ce jour-là, ils parlèrent longtemps. Du passé, un peu. Du présent, beaucoup. Et de l'avenir, surtout. Henri demanda à Claire si elle accepterait qu'il prenne Juliette de temps en temps. Pour des week-ends, des vacances, des moments à deux. Claire hésita mais consentit. Elle voyait que la fillette s'épanouissait. Elle comprenait qu'une nouvelle forme de famille était en train de naître. Henri, de son côté, commença à mettre de l'ordre dans sa vie professionnelle. Il délégua des responsabilités, annula des projets secondaires, recentra ses priorités. Pour la première fois, il imaginait un futur qui ne tournait pas uniquement autour des courbes de rendement ou des prévisions financières. Il envisageait des anniversaires, des promenades, des lectures du soir. Il se surprit même à rêver de vacances à la mer, de cabanes en bois, de châteaux de sable. Mais avant cela, il savait qu'une étape restait, le monde extérieur, l'entreprise, le public. Il fallait dire la vérité. Pas entière. Certains détails devaient rester à l'abri, mais suffisantes pour poser les bases d'un respect. Il rédigea une déclaration officielle avec l'aide de son équipe juridique. Il y affirmait qu'un lien de parenté avait été découvert avec une enfant dont la mère était autrefois liée à sa famille, que cette situation impliquait désormais une responsabilité qu'il assumait pleinement. Il refusa toute interview. Il ne voulait pas de spectacle, de plateau télé, de confession. Il voulait juste que l'histoire sorte du domaine du scandale pour entrer dans celui de la réalité. Une réalité simple. Un homme, longtemps absent, essayait maintenant d'être là. Il publia la lettre sur le site de son entreprise, la fit envoyer à la presse, puis éteignit son téléphone. Le lendemain, il alla chercher Juliette à l'école. Elle l'attendait, impatiente. « On va où aujourd'hui ?» demanda-t-elle en sautillant. « Où tu veux, répondit-il. Le monde est à nous. » Et dans cette phrase, dans ce « nous » qu'il n'avait plus utilisé depuis la mort d'Élise, se trouvait la promesse d'une histoire à reconstruire, ensemble. Pas dans l'ombre du passé, mais à la lumière fragile, précieuse d'un avenir partagé. Você disse, próximo tópico. Não se esqueça do mínimo de 5.000 caracteres combinados em cada parte.
Não faça repetições. Não coloque emoji e nem subtópicos. Honre a quantidade pedida de caracteres. Em hipótese alguma, faça menos de 5.000 caracteres. Isso é extremamente importante. Não use gastar mensagens falando o que fará na próxima mensagem. Escreva no idioma que pedi. O ChatGPT disse: Partie 11. La vérité publique. Quelques jours après la publication de sa lettre, Henri prit la mesure de ce qu'il venait de déclencher. Il n'avait pas cherché la compassion ni la pitié, et encore moins une forme de réhabilitation. Ce qu'il avait publié n'était ni une confession, ni une manœuvre de communication, mais une reconnaissance, la plus sincère possible, d'un lien familial ignoré et maintenant embrassé. L'effet, pourtant, dépassa tout ce qu'il avait anticipé. Les médias, surpris par le ton sobre et direct de sa déclaration, adoptèrent une attitude inhabituellement respectueuse. Les plus modérés saluèrent son courage, d'autres soulignèrent la rareté d'un tel geste dans les hautes sphères économiques. Peu à peu, les spéculations cédèrent la place à une autre forme de narration. Celle d'un homme public qui reconnaissait une faute ancienne, assumait une responsabilité privée et refusait d'utiliser les mécanismes habituels du pouvoir pour s'en dérober. Henri, lui, se tenait à l'écart. Il ne donna aucun entretien, ne participa à aucun débat. Il passa ses journées suivantes avec Juliette, avec Claire, dans une routine nouvelle, fragile mais réconfortante. Il découvrait les joies simples d'une promenade au parc, d'un goûter partagé, d'un devoir d'école corrigé entre deux sourires. Juliette s'adaptait à lui avec une facilité bouleversante, comme si, au fond d'elle, elle savait depuis toujours qu'il lui manquait quelqu'un à aimer. Un après-midi, alors qu'ils étaient installés sur un banc, Juliette lui demanda d'une voix sérieuse « Pourquoi tout le monde parle de nous dans les journaux ?» Henri prit une profonde inspiration. Il cherchait les mots. « Parce que certaines personnes aiment beaucoup observer ce que font les autres, surtout quand cela semble un peu différent. Et parce qu'ils ont découvert que toi et moi, on est une famille. » Elle le fixa puis posa sa main sur la sienne. « Alors maintenant, ils savent ?»« Oui, ils savent. » « Et tu crois qu'ils vont arrêter d'en parler ?» Henri sourit tristement. « Peut-être pas tout de suite. Mais l'important, c'est que toi, tu saches que je serai toujours là, et que rien de ce qu'ils disent ne changera ça. » Elle sembla réfléchir, puis hocha la tête. « Alors ça me va. » Le soir, de retour chez Claire, cette dernière exprima ses craintes. Elle n'était pas habituée à cette attention soudaine, au regard dans la rue, aux journalistes qui tentaient d'approcher l'école. Elle redoutait que cela devienne insupportable pour Juliette. « Je veux qu'elle ait une vie normale, Henri. Pas une existence exposée. Tu comprends ça ?» Henri acquiesça immédiatement. « Je le veux aussi, c'est pourquoi j'ai demandé à ce que sa photo ne soit jamais publiée et que son nom reste confidentiel. Je peux me permettre d'affronter le feu. » Elle, non. Elle n'a rien demandé de tout ça. Claire le regarda avec une gratitude mêlée de prudence. Elle voyait qu'il avait changé. Mais elle savait aussi que le monde ne pardonne pas toujours aux puissants de devenir humains. Cela trouble l'ordre. Établi, cela provoque des soupçons. Quelques jours plus tard, Henri reçut une invitation à une émission télévisée de grande audience. On lui proposait de raconter son histoire, d'expliquer ses choix. Il refusa sans hésiter. À la place, il envoya un communiqué, bref, dans lequel il répétait que cette affaire n'était ni une stratégie, ni un récit publicitaire, mais une affaire de cœur. Il y réaffirmait son engagement envers Juliette, sans flamme, sans justification excessive. Et pourtant, malgré ce retrait, la sympathie grandissait. Des lettres affluaient à son bureau. Des mères célibataires, des enfants adoptés, des hommes en quête de réconciliation avec leur passé. Il voyait en lui non pas un héros, mais une tentative de rédemption sincère. Quelqu'un qui avait fui la douleur comme tant d'autres et qui, un jour, avait décidé de ne plus la fuir. Henri lisait certaines de ses lettres le soir, seul. Elles l'émouvaient plus qu'il n'aurait osé l'admettre. Lui qui avait cru pendant des années que le pouvoir se consolidait dans l'inaccessibilité, comprenait maintenant que la plus grande force résidait peut-être dans l'aveu de ses failles. Un dimanche, il proposa à Claire une rencontre dans un lieu plus calme, plus loin de Paris. Une maison en Normandie qu'il possédait depuis des années mais n'avait jamais vraiment habité. Un lieu simple, entouré de bois, avec un jardin et une balançoire abandonnée. Il voulait qu'elle le voie, qu'elle le ressente. Il voulait leur dire, sans détour, « Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit.
Mais si vous acceptez, je vous invite à venir vivre ici avec moi. Pas pour effacer ce qui s'est passé, pas pour changer votre manière de vivre, juste pour recommencer, autrement. » Claire resta muette un instant, puis elle regarda Juliette, qui courait dans l'herbe, insouciante. « Et si elle veut rester avec moi la nuit, alors elle restera. Ce n'est pas une séparation que je propose, c'est une extension. » Claire sourit pour la première fois sans réserve. « Tu sais, Henri, tu deviens enfin quelqu'un de fréquentable. » Il rit. Il sentit une légèreté inhabituelle. Il se dit que peut-être, dans cette maison en bordure de forêt, loin des tableaux Excel, des actionnaires et des scandales, il pourrait trouver quelque chose qui ressemblait à la paix. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à lui-même, ni au monde. Seulement être là, entier, présent. Et c'est ainsi que la vérité publique, loin de le condamner, lui avait offert une voie inattendue, celle de l'authenticité, de la réconciliation et surtout de l'amour retrouvé. L'installation en Normandie se fit sans éclat, sans cérémonie. Henri avait pris soin d'envoyer une équipe en amont, non pour transformer la maison en une résidence luxueuse, mais pour la remettre en état. La vieille bâtisse de pierre, cachée entre des haies denses et un verger en friche, avait été laissée à l'abandon pendant plus d'une décennie. Les volets avaient été repeints, les murs aérés, les chambres préparées avec sobriété. Henri tenait à ce que tout reste simple, à l'image de ce qu'il voulait désormais vivre. Quelque chose de vrai, sans artifice, sans protocole. Claire et Juliette arrivèrent par un matin de printemps. Le ciel était clair et l'odeur de la terre humide flottait encore dans l'air. Juliette sauta de la voiture, courut jusqu'à l'arbre le plus proche et tourna autour du tronc en riant. Claire, elle, descendit lentement, observant la façade, les alentours, le silence presque total du lieu. Elle semblait chercher des pièges invisibles, des failles dans cette proposition si inattendue. Henri s'approcha d'elle, ne dit rien. Il attendait son verdict avec une retenue respectueuse. « C'est plus calme que je l'imaginais, » dit-elle enfin. « C'est ce que je cherchais, » répondit-il. Juliette choisit sa chambre avec un enthousiasme qui les fit rire tous les deux. Elle opta pour une pièce donnant sur le jardin avec 2 grandes fenêtres et un vieux parquet grinçant. Henri avait déjà rempli l'étagère de livres pour enfants, de puzzles, de crayons de couleur. Un petit bureau ancien avait été installé dans un coin et un lit avec une couverture à fleurs attendait sous la lumière diffuse du matin. Elle courut dans la pièce, ouvrit les tiroirs, s'allongea sur le lit puis déclara avec une gravité exagérée « J'adopte cette chambre, mais je dormirai avec mamie aussi des fois. » Claire leva les yeux vers Henri, un peu gênée. Elle a encore du mal à dormir seule parfois, depuis toute petite. Henri sourit. Qu'elle dorme où elle veut. Ce n'est pas un palais ici, c'est une maison. Et dans une maison, on se sent libre. Les jours suivants furent marqués par une lente acclimatation. Claire prit ses repères dans la cuisine, refit le jardin avec l'aide de Henri, planta quelques légumes, nettoya les allées. Elle retrouvait des gestes anciens, simples, qu'elle croyait oubliés. Juliette, elle, vivait l'expérience comme une aventure. Elle se levait tôt, observait les oiseaux, courait pieds nus dans l'herbe, apprenait les noms des arbres. Henri découvrait, émerveillé, que le monde avait une texture bien différente à travers les yeux d'une enfant. Il n'était plus l'homme de Paris, enfermé dans ses graphiques, ses chiffres et son silence de verre. Qu'il redevenait quelqu'un qui pouvait s'asseoir sur une marche, un café à la main, et regarder une enfant fabriquer un collier de pâquerettes. Il apprenait à ralentir, à écouter, à répondre à des questions absurdes sans chercher à corriger. Il redécouvrait le bonheur de ne pas toujours savoir. Chaque soir, Juliette inventait un rituel, un moment à elle, parfois une histoire racontée par Henri, parfois une chanson fredonnée par Claire, parfois un jeu de devinettes entre les trois. Il y avait des éclats de rire, des silences partagés, des regards pleins de gratitude. Henri, allongé dans le canapé, observait ces scènes avec une émotion constante. Il pensait souvent à Élise. Elle aussi aurait aimé cette vie. Elle aussi aurait ri dans ce jardin, couru derrière un papillon, manger des tartines au miel au soleil. Un soir, alors que Claire rangeait la cuisine et que Juliette coloriait un cahier à même le sol, Henri s'assit à côté de la fillette. « Tu es bien ici ?» demanda-t-il. « Oui, c'est calme. Et il y a des livres, et mamie est contente. Et toi, tu te sens chez toi ?» Elle leva les yeux vers lui. « Oui, parce que tu es là aussi. » Il ne répondit pas tout de suite.
Il posa une main sur sa tête doucement, comme pour bénir un instant fragile. Il avait perdu tant de temps, laissé passer tant de moments, mais il était là maintenant, présent, et elle l'acceptait sans condition, sans rancune. Claire, de son côté, observait discrètement. Elle voyait Henri devenir autre, moins rigide, moins enfermé dans ses principes. Il riait plus facilement, admettait ses erreurs, demandait conseil. Il apprenait. Et cela, elle ne l'aurait jamais cru. Parfois, elle repensait à Camille. Elle se demandait ce qu'elle aurait dit, ce qu'elle aurait pensé de voir sa fille grandir entourée d'un amour réparé. Elle imaginait son sourire, ses larmes, son soulagement peut-être. Et elle se disait que tout cela, malgré les douleurs, avait un sens. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner sur la terrasse, Juliette déclara « Quand je serai grande, je veux vivre. Ici. Et toi, tu seras vieux. Et on fera encore des tartines ensemble. » Henri éclata de rire. « Et toi, tu m'aideras à marcher quand je serai trop fatigué ? » ?»« Oui, mais je veux un chat aussi. Un noir, avec des yeux jaunes. » Claire haussa un sourcil. « On en reparlera. » Le temps passait. Henri ne comptait plus les jours. Il avait arrêté de lire les journaux. Les affaires continuaient à Paris, portées par des collaborateurs compétents. Il recevait des rapports, les lisait parfois distraitement. Ce n'était plus son centre. Son centre, désormais, était ici. Une maison de pierre, un jardin un peu sauvage, une femme forte et une enfant vive. Sa famille, imparfaite, inattendue, et pourtant indiscutable. Un soir, après avoir couché Juliette, Henri s'assit avec Claire sur le banc près du cerisier. « Merci, dit-il. »« Pourquoi ?»« De m'avoir laissé une place. » Claire posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas moi, c'est elle. C'est Juliette qui a ouvert l'espace. » Henri regarda le ciel. Les étoiles commençaient à percer. « Je crois que j'ai toujours attendu ça. Une seconde chance. Tu l'as saisie, c'est ce qui compte. » Dans le silence qui suivit, un oiseau nocturne lança un cri bref. Et dans l'obscurité douce, Henri sentit que pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus besoin de chercher ailleurs. Tout ce qu'il avait fui, tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait manqué, il le retrouvait maintenant, chaque jour, dans la voix d'une enfant, le regard d'une femme et la lumière discrète d'un foyer qui renaissait. C'était un matin limpide de fin d'été. La brume s'était levée tôt, laissant derrière elle une lumière dorée qui se glissait à travers les feuillages encore humides. Henri, assis sur le banc près du vieux puits, regardait Juliette courir dans le jardin avec un cerf-volant qu'ils avaient fabriqué ensemble la veille. Les éclats de rire de la fillette montèrent dans l'air comme une musique légère, et chaque mouvement de ses bras pour diriger l'objet coloré dans le ciel semblait être une déclaration de vie, de joie, de réconciliation avec l'invisible. Claire les observait depuis la véranda. Un livre à la main, mais l'attention toute tournée vers eux. Elle souriait en silence, témoin quotidien de cette transformation improbable. Henri, l'homme d'affaires rigide qu'elle avait craint, était devenu un compagnon de route, un homme qui savait maintenant parler bas, écouter, se taire, pleurer aussi, parfois, sans honte. Un homme qui n'avait plus besoin de maîtriser le monde pour s'y sentir à sa place. Juliette revint vers lui en courant, s'effondra dans l'herbe à ses pieds, haletante. « Tu crois qu'Élise aurait aimé voler un cerf-volant » demanda-t-elle sans prévenir. Henri sentit son cœur se contracter doucement. Ce nom, qu'il n'avait pas prononcé depuis des années, résonnait maintenant avec une douceur douloureuse. Il regarda la fillette, dont les yeux brillaient de curiosité sincère. Élise adorait le vent. Elle disait que c'était comme une voix qu'on ne comprenait pas, mais qui nous parlait quand même. Juliette hocha la tête, sérieuse. Elle était comment ? Henri prit une longue inspiration. Il sentit que ce moment simple en apparence portait tout le poids de son histoire. Elle était vive, curieuse. Elle posait 1000 questions. Elle aimait les histoires, les arbres, les pierres. Elle croyait que les chats comprenaient ce qu'on disait, mais qu'ils faisaient semblant de ne pas entendre. Juliette rit doucement. Comme moi parfois. Oui, comme toi. Il se pencha vers elle, lui caressa les cheveux. Tu lui ressembles, pas seulement parce que tu es une enfant, mais parce que tu as ce truc, ce regard, cette façon d'être là, pleinement, sans te retenir. Juliette le fixa un moment, puis murmura « J'aurais aimé la connaître ». Henri sentit les larmes monter, mais il ne les refoula pas. Il les laissa venir, tranquillement,
comme on laisse la pluie tomber après une grande sécheresse. Moi aussi, j'aurais voulu que vous vous connaissiez. Vous auriez été 2 soleils. Juliette posa sa tête sur ses genoux, et Henri resta là, à caresser doucement ses cheveux, les yeux levés vers le ciel. Il ne cherchait plus de réponse, ni de justification. Il ne ressassait plus les fautes passées. Ce qu'il vivait, à cet instant, était au-delà du pardon. C'était un lien réparé, une faille comblée, une mémoire rouverte sans douleur. Claire les rejoignit plus tard, avec une couverture qu'elle étendit sur l'herbe. Ils s'allongèrent tous les 3, regardant les nuages passer lentement. Juliette montra du doigt une forme étrange dans le ciel. Celui-là, on dirait, une baleine qui vole. Ou un avion en retard, dit Claire en riant. Non, dit Henri, c'est une histoire qu'on n'a pas encore racontée. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler. Le vent passait dans les feuilles, les insectes bourdonnaient doucement, et la lumière du soleil jouait à travers les branches. Henri se dit que le silence n'avait jamais été aussi doux. Ce n'était plus celui de l'absence, de la fuite, de la douleur. C'était un silence plein, habité, paisible. Dans les jours qui suivirent, la vie continua selon leur rythme. Juliette apprenait à faire du vélo, Claire confectionnait des confitures, Henri entretenait le potager avec une rigueur nouvelle, presque joyeuse. Chaque jour apportait sa part de lenteur, de proximité, de gestes ordinaires mais essentiels. Le monde extérieur, ses rumeurs, ses scandales, ses obligations, paraissaient loin, presque irréels. Un soir, Henri et Claire restèrent dehors, plus oui, tard que d'habitude, après que Juliette se soit endormie. Ils parlaient peu, le feu de cheminée crépitait à l'intérieur, projetant des ombres dansantes sur les murs. Claire tourna la tête vers Henri, l'observa un moment. « Tu as changé, dit-elle. Ou peut-être. J'ai enfin compris ce que je suis censé être. » Elle posa sa main sur la sienne. « Je suis heureuse qu'elle t'ait trouvé. » Henri la regarda. Il sentit alors que ce qu'il éprouvait pour Claire allait au-delà de la gratitude ou du respect. C'était un amour qui ne s'était pas annoncé avec fracas, mais qui s'était construit lentement, jour après jour, dans les gestes partagés, les silences acceptés, les douleurs comprises. « Et moi, je suis heureux que vous m'ayez laissé entrer, toi et elle. » Claire sourit. « C'est Juliette qui a décidé. Tu sais comment sont les enfants. Elles sentent ce que les adultes mettent des années à comprendre. » Henri se leva, tendit la main vers elle. « Viens marcher un peu, il fait encore bon. » Ils descendirent le sentier qui longeait les cerisiers, main dans la main, comme 2 promeneurs paisibles. Aucun mot n'était nécessaire. La nuit tombait, enveloppante, rassurante. Ils savaient que les douleurs anciennes ne disparaîtraient jamais, mais qu'elles avaient trouvé leur place, leur contrepoint. Et au cœur de cette maison de pierre, dans ce coin tranquille de Normandie, 3 cœurs brisés avaient trouvé une manière de battre à nouveau, ensemble.